Tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Christophe, vous allez bien sûr aborder la question de la réforme des retraites et justement une anecdote sur notre invité que vous m'avez donnée. Eh bien, notre invité serait susceptible de comprendre justement la gronde des syndicats puisque son père apparemment était garagiste. Oui, c'est vrai. Artisan garagiste. Fils d'ouvrier, comme j'ai toujours. Exactement. Et les ch'timis sont-ils en colère, vous qui êtes sénateur du Nord, contre la réforme des retraites? Oui, enfin, vous savez, il y a eu beaucoup de reportages, y compris faits dans le Nord, et on voit bien que les nordistes aujourd'hui sont dans l'incompréhension. Pour l'instant, l'incompréhension, la contestation et peut-être la colère demain. C'est-à-dire, quelle différence entre la contestation et la colère? La contestation, c'est on râle jeudi, puis après, bon, voilà, faut qu'on y passe, 64 ans, tous les pays d'Europe sont devant nous. Oui, colère, c'est autre chose. La colère, ça signifie que quelque part, ils estiment, à juste titre, que l'effort est supporté par les mêmes, toujours par les mêmes, et on voit bien que seront concernés par ces retraites, surtout les ouvriers, les classes intermédiaires. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, ceux qui sont favorables à la réforme, ce sont les cadres supérieurs, les retraités et les employeurs. Donc vous voyez que là, on est en train de diviser la France, et moi, ça m'inquiète beaucoup pour une réforme qui est donc impopulaire. Il y a 7 Français sur 10 qui n'en veulent pas. Une réforme qui est injuste, parce que, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui sont à la manœuvre en termes de support de la charge qui est prévue par le gouvernement en la matière. Et puis, inutile, parce que financièrement, on voit bien qu'il y a d'autres solutions que ce report de l'âge légal. Alors, on va regarder tout ça. Vous dites injuste, mais ça peut se corriger justement en travaillant sur la pénibilité. Ne pas partir à 64 ans quand on a des tâches pénibles, mais plutôt à 62. Quels critères peut-on améliorer? Alors, tout d'abord, la loi Touraine avait été agrémentée de 8 critères de pénibilité pour justement permettre à ceux qui ont des métiers difficiles de pouvoir partir plus tôt. 4 de ces critères ont été supprimés dès 2017. Impraticable, disaient les chefs d'entreprise. Impraticable, et on va en remettre 2. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais très honnêtement, l'objectif pour le gouvernement, c'est de donner un peu une sorte de carotte par rapport au bâton qui est le report de l'âge légal. Ce qui est certain, c'est que 6 Français sur 10 seront concernés par la réforme, au moins. 4 pourront bénéficier de mesures intermédiaires, le départ anticipé pour des carrières longues ou pour des carrières pénibles. Tant mieux. Mais il y en a 6 sur 10 qui vont faire l'objet de cette réforme. C'est injuste parce que je vais vous prendre un exemple concret de quelqu'un que je connais dans le Nord, 60 ans, licencié aujourd'hui, licencié pour manque de productivité, en tout cas pour inaptitude au travail. Et vous savez qu'aujourd'hui, le taux d'employabilité des seniors est très faible. En France, il est entre 35 et 40%, ce qui est très faible par rapport à la moyenne européenne. 60 ans, il va bénéficier avec le nouveau régime d'assurance chômage de 2 ans et demi Et après la retraite, aujourd'hui. Et aujourd'hui, la retraite. Donc, j'ai envie de dire, voilà, les choses se passent avec un minimum de respect social pour cette personne. Demain, avec la réforme, quand elle sera aboutie totalement, donc dans les 2 quinquennats, enfin dans le quinquennat-ci et dans le quinquennat suivant, entre guillemets, ce monsieur sera sans rien, permettez-moi l'expression, à 62 ans et demi. Oui. Et il devra demander quasiment le RSA. Oui, mais 1 an et demi. si avec l'index de surveillance des entreprises sur l'emploi des seniors, il n'est pas licencié à 60 ans, ça va. Non, mais est-ce qu'un index de surveillance peut empêcher les seniors d'être licenciés? Peut-être en mettant des critères de punition des entreprises qui abusent. Mais ça, c'est pas dans le texte. Non, pour mais l'instant. ça peut être ajouté par les parlementaires. Il y aura sûrement des amendements que nous porterons en ce sens, mais est-ce qu'ils seront acceptés? Est-ce que le gouvernement fera cette avancée? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Il y a eu des concertations, donc on voit bien que le résultat aujourd'hui est insuffisant par rapport à ce que demandaient les syndicats, et c'est pour ça d'ailleurs, pour la première fois depuis, je crois, depuis 10 ans ou 12 ans que les syndicats sont tous unis. Alors, financer autrement. Oui, mais si on finance les retraites en augmentant les impôts des Français, on casse la consommation, et si on augmente les cotisations des entreprises, on casse l'emploi, dit le gouvernement. Oui, enfin, ça c'est vite dit. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est combien? C'est 13 milliards à 15 milliards par an. Par an. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 000 milliards de dettes publiques dans notre pays, et que si on augmentait l'employabilité des seniors, on réglerait le problème complètement.
premièrement. Deuxièmement, on pourrait jouer malgré tout sur un petit effort demandé aux employeurs sur la partie cotisation des employeurs. Sans casser la Sans- croissance, l'emploi. Vous savez, les employeurs vont bénéficier, depuis la loi de finances 2023, d'une nouvelle baisse d'impôts au travers de la suppression de la CVAE, ce qui avait en fait remplacé la taxe professionnelle. Il va y avoir 8 milliards d'euros entre guillemets, d'impôts en moins. Est-ce qu'on peut demander un peu de solidarité ? Vous savez, si on comparait les chiffres, quand j'ai regardé les conclusions du rapport Oxfam qui a été présenté au sommet de Davos hier, 42 milliardaires en France. Tant mieux pour eux, 42 milliardaires en France. Leur fortune a augmenté de 59% de 2020 à 2022. 59%, 220 milliards d'euros. Vous ne croyez pas qu'on peut demander un petit effort pour que finalement notre pays ne soit bloqué ? Parce que aujourd'hui, le risque, et je parle là maintenant de colère, c'est que la contestation, la protestation se transforme en colère longue, comme on a pu connaître il y a quelques années avec les Gilets jaunes. Et là, je pense que notre économie en prendra un vrai coup. Faut-il quand même, comme le fait le PS, réclamer le retour à la retraite à 60 ans ? Est-ce que ça, c'est pas un peu utopique, voire démagogique ? Alors, cette mesure de retraite à 60 ans avec 40 annuités, moi, je n'y crois pas. Je le dis très simplement. D'ailleurs, ce n'est pas le programme du PS, c'est le programme d'un accord électoral, la fameuse NUPES du mois de juin 2022. Donc, revenir à 60 ans à terme, moyen, très long terme, je veux dire, pourquoi pas, si les conditions le permettent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le maintien de la réforme Touraine, 62 ans, âge légal, avec une augmentation progressive du nombre d'annuités jusqu'à 43 annuités en 2035, était un bon socle. On pouvait l'améliorer peut-être, le modifier, mais pas avec la brutalité qui est celle du gouvernement. Donc, retraite à 60 ans, j'ai envie de dire, on peut toujours espérer, mais ce n'est pas à ce stade raisonnable. Le texte pourrait éviter le vote à l'Assemblée et après 20 jours de débat, venir au Sénat, chez vous. C'est une ruse ou au contraire c'est un bon amortisseur pour discuter du fond des choses ? Alors, disons clairement que l'utilisation de ce qu'on appelle un PLFS rectificatif, un projet de loi de finances sécurité sociale rectificatif, est une manœuvre de la part du gouvernement. Parce que le temps est limité, premièrement. Deuxièmement, parce que s'il y a un 49.3, il n'est pas comptabilisé dans l'utilisation globale des 49.3. Mais je vais vous dire, je pense qu'il n'y aura pas besoin de 49.3. La droite va voter. La droite va voter. Et donc, c'est bien une mesure de droite. Au moins, les choses sont clarifiées sur la retraite. Le gouvernement a obtenu une nouvelle fois, depuis le début du quinquennat, le deuxième quinquennat de M. Macron, le second quinquennat de M. Macron, le gouvernement a obtenu une nouvelle fois une béquille à droite. Il faudra savoir combien de temps LR jouera ce jeu-là. Dans la contestation de cette réforme, il y a la manifestation de samedi, celle de la France Insoumise. C'est une bonne idée ? Non. Pourquoi ? Non, parce que, vous savez, moi je serai demain à Lille, après-demain, pardon. Oui, jeudi, avec les tromper, syndicats. Avec les syndicats, et surtout derrière les syndicats. C'est important de le dire. La contestation dans la rue, dans les entreprises, c'est le monde syndical. Les partis politiques peuvent accompagner, et heureusement, mais à leur place, derrière. Pas devant ni à côté, derrière. Et LFI, alors que cette unité syndicale s'est manifestée pour le 19 janvier, maintient coûte que coûte, je dirais même quoi qu'il en coûte, sa manifestation du 21 janvier, je n'y participerai pas. D'ailleurs, comme je n'ai pas participé à la marche il y a quelques Cet quelques automne, mois, oui. voilà, cet automne, je considère que c'est pas la place. Les politiques, c'est le Parlement, c'est les meetings. Il y aura un meeting ce soir, d'ailleurs, donc avec l'ensemble des partis politiques. Ça, c'est normal, c'est notre boulot, mais pas la rue. Laissons chacun à sa place et surtout, soyons dans la complémentarité, pas dans la concurrence. Le Sénat va voter aussi sur un autre sujet, la stratégie nucléaire de la France. Est-ce que vous voterez l'annulation du programme de fermeture des centrales ? Alors, l'amendement qui est sorti de la commission, porté par M. Grémillet, sénateur de droite, ne nous convient pas. Et donc, nous avons prévu des amendements de suppression de l'amendement. Alors, qu'est-ce qui vous convient ? Ce qui nous convient, c'est de considérer que le nucléaire, aujourd'hui, fait partie du mix énergétique. La question de fond, et nous le savons bien, c'est est-ce que le nucléaire est une énergie de transition ou une énergie permanente ? Certains pensent que c'est une énergie permanente qui fera partie, qui composera le mix énergétique. Et on a voté d'ailleurs une loi sur les énergies renouvelables, d'ailleurs aussi approuvée par l'Assemblée nationale, pour accélérer les ENR, les énergies renouvelables, ce qui constitue l'avenir. Mais on sait qu'il y a des problèmes techniques, la question du stockage de l'électricité produite par les ENR. C'est pas pour demain, le ENR à 100%. Et donc, c'est pas pour demain non plus qu'on arrêtera le nucléaire. Il y a 4 jours, j'ai visité la centrale nucléaire la plus grande d'Europe de l'Ouest, la centrale de Gravelines.
chez moi. J'ai compris, là on va mettre en route le 6e réacteur. On en a besoin aujourd'hui. Donc le nucléaire fait partie au moins à moyen terme de notre paysage énergétique et de notre souveraineté énergétique. Donc, mais dire qu'un jour on pourra se passer du nucléaire, nous pensons que à terme, mais dans un très long terme... Plus loin que ce qu'on espérait quand François Hollande a été élu. On pensait 2050. Ouais. J'ai l'impression qu'au regard des besoins d'électricité et surtout avec le retard qui a été accumulé, on a perdu 5 ans, disons-le, sur les ENR, eh bien l'énergie nucléaire sera indispensable. Alors un autre réacteur nucléaire, c'est celui du Parti Socialiste, qui est en plein congrès. Olivier Faure a frôlé l'élection au premier tour, 49,15. Pourquoi il n'y a pas de débat au second tour ? Je le regrette. Le débat de télé Je le regrette. Vous savez, cette direction nationale a fait moins de 50%. Voilà, il faut quand même le dire. Pas beaucoup, mais moins de 50%. J'ai regardé, moi qui suis un éléphant, puis on critique beaucoup les éléphants actuellement au PS. Mes éléphants, ils ont un intérêt, c'est qu'ils ont de la mémoire. J'ai regardé dans mes archives, la seule fois où une direction nationale n'a pas obtenu sur son bilan une majorité, c'était au congrès de Metz en 1979. Grosse bataille entre Rocard et Mitterrand. Exactement. Et c'était mon premier congrès, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, ni vous d'ailleurs. Bon, mais... Au passage. De bons souvenirs quand même. Oui, c'est des bons souvenirs. On faisait du travail idéologique. Et là, on a une alternative. On sait bien que le débat porte sur quelle alliance, en fait, pour arriver au pouvoir, pour la gauche, en l'occurrence. Et ça aurait mérité un débat entre ceux qui sont arrivés en tête, Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol. Olivier Faure l'a refusé, puis ça a été refusé au travers de la parole de Pierre Jouvet, qui est un des bras droits d'Olivier Faure, qui a dit « Mais nous, on n'a pas besoin de notoriété nationale, médiatique, comme notre adversaire. » Excusez-moi, mais entre socialistes, on ne se traite pas d'adversaire. Néanmoins, le choix de la NUPES semble être confirmé par les militants. Écoutez, nous verrons bien. En tout cas, la majorité des militants ne le souhaitent pas. La motion de Mme Geoffroy, la motion de Nicolas Meyer, ça fait un peu plus de 50. On fait un tout petit peu plus de 50, pas beaucoup. Mais ça veut dire que le parti aujourd'hui est très, je ne dirais pas divisé, j'aime pas cette expression. Mais circonspect. Et partagé. C'est le moins. Est-ce à dire que pour ces militants, la LFI n'est pas un parti démocratique, comme le dit Anne Hidalgo ? Oh, ça, c'est... Vous savez, moi, je tape pas sur les ambulances, parce que LFI n'est pas bien aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Et j'ai vu encore qu'hier, au conseil politique de LFI, certains avaient été écartés. Nous sommes au moins un parti démocratique. Nous allons voter plusieurs fois pour organiser le fonctionnement du PS pour les 3 ans à venir. Je ne critique pas les autres, mais ce que je leur demande, c'est de ne pas nous donner de leçons. Patrick Caner, merci, bonne journée.